Je lui ai souhaité bonne chance pour son rendez-vous, sa réaction terrifiée m'a instantanément révélé la vérité. Il était 6h42 quand je suis entré dans la cuisine et que je l'ai vu. Pas en train de me tromper, pas en train de mentir, ne faisant rien de techniquement répréhensible, juste portant le tablier de ma mère, souriant, prenant un selfie, tenant une tasse dans laquelle elle ne buvait jamais, et posant comme si c'était sa maison. Mais ça ne l'était pas. Et ce tablier, c'était la seule chose qui me restait de ma mère. Elle est décédée il y a 3 ans. Un anévrisme soudain. J'ai reçu l'appel pendant mon service au garage. J'ai conduit pendant 4 heures en silence. Ce tablier était accroché à un crochet près de son évier pendant toute mon enfance. Je ne l'ai jamais lavé après sa mort. Pas une seule fois. Il sentait encore la cannelle et la lessive en hiver. Je le gardais dans un sac scellé dans le tiroir du haut du placard à linge. Donna ne savait même pas qu'il existait. Du moins, c'est ce que je pensais. Alors, quand je l'ai vue avec, pieds nus, tout sourire, prétendant être l'épouse douillette de quelqu'un pour Instagram, quelque chose en moi s'est brisé. Je n'ai pas dit un mot. Je suis juste resté dans le couloir, caché, la regardant pencher la tête, cambrer légèrement le dos, jeter un coup d'œil à l'écran de son téléphone comme si c'était un miroir, et la cuisine était sa scène. Et puis elle a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. #Viedouce. C'est ce qu'elle a murmuré en appuyant sur « Publier ». Vous pourriez penser que je surréagis. Vous pourriez penser que je suis ému à cause du tablier, mais ce n'est pas pour ça que je raconte cette histoire. Le tablier n'était que le début. Le masque est tombé juste après. Vous voyez, le même matin, alors qu'elle partait pour son cours de poterie, elle a fait l'erreur d'utiliser ma voiture. La sienne avait un pneu à plat. Elle me l'a demandé gentiment, et bien sûr, j'ai dit oui. Je lui ai même tendu les clés. Je voulais croire qu'elle était toujours la personne que j'avais épousée, même après le selfie. Mais quand je suis monté dans sa voiture pour réparer le pneu plus tard dans l'après-midi, j'ai trouvé quelque chose de coincé entre les sièges. Un ticket de caisse pour un dîner pour 2, datant du soir où elle m'avait dit qu'elle rendait visite à sa cousine malade dans le New Jersey. C'est là que j'ai commencé à compter les mensonges. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans la cuisine le lendemain soir, sirotant mon café, la regardant suivre sa routine habituelle d'avant rendez-vous. Plus de maquillage, cheveux bouclés, cette phrase, je sors juste avec les filles, qu'elle utilisait trop souvent. J'ai attendu qu'elle attrape la poignée de la porte. Et puis, sans lever les yeux, je l'ai dit, bonne chance pour ton rendez-vous. Sa main s'est figée sur la porte. Sa mâchoire s'est crispée. Elle ne s'est pas retournée. Elle n'en a pas eu besoin. La panique sur son visage disait tout. Elle n'a rien dit après que je lui ai souhaité bonne chance. Elle est juste restée là, figée, comme si son cerveau buguait, comme si elle n'avait pas répété cette partie du scénario. Et je comprends. Elle ne s'y attendait pas. Cette phrase, aussi simple soit-elle, a frappé comme une balle. Et pourtant, elle a essayé de passer outre. Elle a tiré la poignée, a franchi le seuil et a laissé la porte se refermer derrière elle sans un regard en arrière. Je suis resté dans le silence qui a suivi, tenant toujours mon café, portant toujours le même pantalon de pyjama que je portais depuis 3 jours, faisant toujours semblant de ne pas venir de briser l'illusion pour nous deux. Mais voilà, je n'allais pas la poursuivre. Ni physiquement, ni émotionnellement, ni même dans ma tête. J'avais assez fait ça pendant des mois, peut-être plus longtemps. Je lui ai donné de l'espace. Je lui ai donné de l'amour. Je lui ai donné tellement de portes de sortie. Elle aurait pu mettre un terme à notre mariage. Mais elle n'est pas partie. Elle est restée, a joué le rôle, a ri à mes blagues, m'a embrassé sur la joue quand des amis regardaient, m'a dit qu'elle m'aimait tout en textant quelqu'un d'autre sous la table. Je n'étais pas stupide, juste lent à réagir. Et je pense que c'est pire, quand on sait que quelque chose ne va pas, profondément pas, mais qu'on a trop peur des retombées pour le reconnaître. J'étais comme un type qui regarde sa maison brûler de l'intérieur, espérant que si je restais assez silencieux, les flammes s'ennuieraient et partiraient. Le truc, c'est que Donna n'avait même pas besoin de tromper. Pas au sens traditionnel du terme. Elle ne se faufilait pas dans des chambres d'hôtel ou ne disparaissait pas des nuits entières. Pas jusqu'à récemment. Non, elle était plus subtile que ça. Elle était émotive, stratégique. Elle se confiait à des inconnus en ligne avant de me parler. Elle déversait son cœur dans des fises de discussion avec des gens que je n'avais jamais rencontrés, dont je n'avais même jamais entendu parler, pendant que j'étais assis à 2 mètres d'elle sur le canapé,
pensant que nous passions juste une soirée tranquille. Un soir, il y a quelques semaines, je l'ai vu envoyer des SMS à quelqu'un sous le nom de Carla. À première vue, ça semblait anodin. Puis j'ai vu un message apparaître qui disait « Si seulement il savait à quoi je pense vraiment pendant qu'il me parle de ce fichu tuyau d'arrosage. » Ça parlait de moi. Je venais de lui raconter comment j'avais réparé la fuite derrière la cabane. Une petite histoire stupide que je pensais importante. Quelque chose que je pensais qu'elle écoutait. Ce n'était pas le cas. Elle commentait en direct son dégoût à quiconque se trouvait de l'autre côté de l'écran et faisait semblant de sourire. C'est là que ça a cessé d'être une question de tromperie. Il ne s'agissait pas d'un autre homme. Pas vraiment. Il s'agissait du mépris silencieux, de la pourriture sous la surface. On ne peut pas se remettre de ce genre d'érosion. Pas quand on réalise que la personne qu'on embrasse pour lui souhaiter bonne nuit vous considère comme un personnage de sitcom. Une chute, un fardeau. Alors, j'ai arrêté de parler, arrêté de lui demander où elle allait, arrêté de prétendre que je croyais à ses histoires. J'ai juste attendu, observé, mémorisé chaque changement dans son comportement. Chaque fois qu'elle disait « je vais être en retard » ou « ne m'attends pas ». Chaque fois qu'elle touchait son téléphone et sursautait quand j'entrais dans la pièce, j'ai monté le dossier. Non pas pour la confronter, non pas pour la surprendre, mais pour comprendre. Je voulais savoir exactement quand elle avait cessé de m'aimer et pourquoi elle pensait que je ne le remarquerais pas. Et maintenant, elle est là-bas, à son rendez-vous, pensant que je suis à la maison, sous le choc, faisant les 100 pas, peut-être en train de pleurer. Mais ce n'est pas le cas. Je suis assis dans le salon, ordinateur portable ouvert, parcourant le compte Google Drive dont elle avait oublié de se déconnecter sur notre ordinateur partagé. Il y a des dossiers, beaucoup, étiquetés, projets de travail et documents fiscaux. Mais l'un d'eux s'appelle « retraite de méditation ». Sauf qu'il n'y a ni méditation, ni retraite, juste des photos. D'elle, de lui, dans différentes villes, différents mois, différents lits. Sur l'une d'elles, elle porte le tablier de ma mère, tenant une tasse, dans une autre cuisine. Et maintenant, pour la première fois depuis des mois, je souris. Non pas parce que je vais bien, non pas parce que je suis fort, mais parce qu'elle pense avoir le contrôle. Et elle est sur le point de découvrir à quel point elle a tort. Le pire, ce n'était pas les photos. Loin de là. C'étaient les légendes. Vous voyez, la plupart des gens ne réalisent pas à quel point les légendes sont révélatrices. La façon dont quelqu'un essaie de condenser un moment dans une phrase vous dit tout ce qu'il en pense vraiment. Ce n'était pas seulement qu'elle souriait dans le lit de quelqu'un d'autre. C'était la façon dont elle souriait. Comme si c'était le seul moment où elle se sentait vivante. Comme si notre vie, celle que nous avions construite ensemble, était le costume qu'elle portait. Et ça, c'était son vrai visage. Week-end de réinitialisation. Pas de stress, pas de masque. Je pourrais vivre dans ce moment pour toujours. Enfin libre. Libre de quoi? De moi? De notre petite maison avec la clôture blanche qu'elle avait choisie. Du jardin que j'avais planté parce qu'elle disait vouloir du basilic frais. Du type qui avait remboursé intégralement ses prêts étudiants pour qu'elle puisse enfin respirer. J'ai continué à lire. Impossible de m'arrêter. Chaque ligne creusait plus profondément. Pas comme un couteau. Les couteaux sont tranchants et propres. Ça ressemblait à une cuillère. Émoussé, sale, brutal. Dans un dossier, j'ai trouvé un long document. Presque un journal intime. Il n'était adressé à personne, mais ce n'était pas nécessaire. Il parlait de moi. Des pages et des pages. Elle listait tout ce qu'elle détestait. Comment je mâche, comment je respire quand je dors, comment j'explique trop les films, comment je ne me mets jamais en colère même quand je le devrais. Elle disait que j'étais trop rassurant, trop passif, trop ennuyeux. Elle disait qu'être avec moi, c'était comme se noyer dans du beige. Ces mots. Mais la partie qui m'a vraiment marqué, c'est quand elle a écrit « C'est le genre d'homme qu'on épouse, pas celui dont on rêve ». Je veux rêver à nouveau. J'ai fixé cette phrase pendant longtemps. Assez longtemps pour que mon café refroidisse. Assez longtemps pour que la maison devienne complètement silencieuse. Elle m'avait complètement rayé de sa vie. Elle vivait une seconde vie. Et pire, elle avait décidé que j'en étais juste le pont. Un substitut, une phase qu'elle avait dépassée, et pourtant elle rentrait toujours à la maison. Faisait toujours des œufs le matin.
Me demandait toujours si je pouvais prendre du lait d'avoine en rentrant. Elle m'embrassait toujours sur la tempe comme si ça ne voulait rien dire. Et peut-être que c'était le cas. C'est là que j'ai su qu'il ne s'agissait pas seulement de la surprendre. Il s'agissait de la forcer à me voir vraiment pour une fois. Pas le paillasson, pas le personnage de second plan, pas le beige. Alors, j'ai commencé à me préparer. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas confronté. Je n'ai pas changé de ton ni de routine. Je lui massais toujours les pieds quand elle rentrait fatiguée. Je lui laissais toujours de l'espace pour écrire en paix dans son journal. Mais j'étais différent maintenant. J'ai commencé à tout consigner. Les dates, les reçus, l'heure de son départ, les captures d'écran. J'ai imprimé ces fausses légendes et les ai épinglées dans un dossier en papier craft que je gardais sous les lattes du plancher de mon placard. J'ai donné un nom au dossier, Clôture. Vous pourriez penser que c'est obsessionnel. Peut-être que ça l'est. Mais quand quelqu'un réécrit tranquillement tout le récit de votre relation dans votre dos, vous avez besoin de preuves. Pas pour un tribunal, pour votre santé mentale. Et pendant qu'elle s'enfonçait plus profondément dans son fantasme, je construisais une chronologie, une carte, une vérité. Et bientôt, elle allait tout voir. Mais d'abord, j'avais besoin qu'elle me mente à nouveau en face. Alors, j'ai attendu. Le soir où j'ai tendu le piège, je lui ai préparé son dîner préféré. Non par sentiment, mais par stratégie. Du flétan poêlé avec une sauce à nette citron, des pommes de terre rôties au paprika, exactement ce que je lui avais préparé le soir où elle m'avait dit qu'elle était tombée amoureuse de moi. Cette version d'elle n'existe plus. Mais j'avais besoin qu'elle soit calme, à l'aise, prévisible. Elle est rentrée du yoga, un peu rouge, un peu trop joyeuse. Je savais que le sac de sport qu'elle portait n'avait pas vu l'intérieur d'un studio. Je savais que les leggings étaient pour la frime. Je savais même que l'élastique à cheveux enroulé autour de son poignet, celui qu'elle prétendait toujours utiliser, n'était pas le sien. J'avais trouvé l'original derrière notre commode il y a 3 jours, intact. Pourtant, j'ai souri, je lui ai dit de s'asseoir, je l'ai laissé croire que j'étais le même homme à qui elle mentait depuis plus d'1 an. Le dîner s'est bien passé. Elle a bavardé des fiançailles d'un collègue, a levé les yeux au ciel en parlant de la cherté de la vie. J'ai hoché la tête, écouté, offert un rire quand elle en avait besoin. Elle n'a pas remarqué que je ne lui ai jamais posé une seule question. Elle a rempli l'air comme une politicienne, parlant trop, détournant la conversation, noyant le silence. Puis je me suis adossé et j'ai demandé, aussi nonchalamment que possible, « Tu penses toujours faire cette escapade de week-end avec ta sœur le mois prochain ?» Et voilà. Cette milliseconde de décalage, ce bug à peine perceptible dans le système, puis le sourire. Oh, totalement. Elle est tellement stressée, tu sais? Je pense que ce sera bon pour elle, et pour moi aussi, honnêtement. Je l'ai regardée droit dans les yeux et j'ai hoché la tête comme si je la croyais, mais ce n'était pas le cas, car 2 jours plus tôt, j'avais déjà confirmé la réservation. La réservation était au nom d'un homme, pas de sa sœur, même pas un nom de femme qu'elle aurait pu plausiblement inventer. Alors, je lui ai donné une dernière porte de sortie. Je me suis levé, je suis allé au comptoir, j'ai sorti l'enveloppe que j'avais préparée et je l'ai posée devant elle sur la table. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, la voix tendue. « Juste un truc que j'ai trouvé dans le courrier. J'ai pensé que tu voudrais l'ouvrir. » Elle l'a fixé longuement avant de la toucher. Je pouvais voir le calcul dans ses yeux. Cette faible lueur d'inquiétude qu'elle essayait de ravaler. Elle l'a ouverte lentement et c'était là, une copie imprimée de la réservation d'hôtel. 2 personnes, suite royale, vue sur la plage, de nuit, son nom à lui, pas de sœur. Elle n'a même pas scié. C'est ça qui m'a achevé. Elle a levé les yeux vers moi et, d'une voix parfaitement égale, elle a dit, « Ce n'est pas ce que tu crois. » J'aurais dû ressentir de la rage, ou un chagrin d'amour, ou au moins de la déception. Mais au lieu de ça, je me sentais juste vide, comme si j'avais déjà fait son deuil avant même qu'elle n'ouvre l'enveloppe. « Je te crois », ai-je menti. Je me suis levé, j'ai débarrassé les assiettes et j'ai fait la vaisselle en silence pendant qu'elle restait assise là, ne s'excusant pas, n'expliquant rien, me regardant simplement comme si j'étais celui qui était instable. Et d'une certaine manière, peut-être que je l'étais, parce que j'avais atteint la partie de l'histoire où je n'essayais même plus de sauver quoi que ce soit. Je ne cherchais pas une confession. Je cherchais la confirmation que la personne que j'aimais n'existait pas. Et je l'ai eue. Après qu'elle soit allée se coucher,
prétendant que rien ne s'était passé, je suis retourné au dossier, le dossier, clôture. J'ai ajouté la photo du dîner, écrit une nouvelle page de notes, mis à jour la chronologie, puis j'ai ajouté un nouvel onglet, stratégie de sortie. Parce que l'amour, quand il meurt si silencieusement, ne part pas avec un bang. Il laisse un plan. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'étais allongé dans le lit à côté d'elle, écoutant sa respiration douce et régulière. Le son de quelqu'un qui croyait s'en être tiré à bon compte. C'était surréaliste. Une femme pouvait vivre deux vies, avoir deux visages, exprimer l'amour dans une phrase et le mépris dans la suivante, et s'endormir comme si de rien n'était. Je l'enviais. Vraiment. Elle s'est retournée une fois et a posé son bras sur ma poitrine comme elle le faisait avant, quand les choses étaient réelles. Je n'ai pas bougé. J'ai laissé sa main reposer là comme un poids mort. J'ai compté les secondes entre chaque respiration. 43 minutes se sont écoulées avant que son bras ne glisse de lui-même. Au lever du soleil, j'avais pris ma décision, ne pas exploser, ne pas confronter, mais la défaire de ma vie en douceur, comme on retire une écharpe trop profonde pour être arrachée. Si elle comptait mentir avec précision, je partirais avec précision. Pas de théâtralité, pas d'avertissement, juste l'absence. Ce matin-là, j'ai commencé la première phase. J'ai sauvegardé chaque document, chaque photo, chaque fichier qui m'importait sur un disque dur privé. J'ai nettoyé mes mots de passe, désactivé la connexion automatique, changé les paramètres de récupération de mails. Lentement, délibérément. Je ne voulais pas qu'elle le remarque. J'avais besoin qu'elle continue à jouer le rôle un peu plus longtemps. J'ai ouvert un nouveau compte en banque, retirant discrètement juste assez chaque jour pour ne pas éveiller les soupçons. J'ai déplacé mes objets de famille du coffre-fort de notre placard à un coffre à mon bureau. J'ai préparé un unique sac de sport, juste l'essentiel, et je l'ai laissé dans le coffre de ma voiture, sous la roue de secours. C'était comme se préparer à une catastrophe naturelle. Sauf que la catastrophe était une personne en qui j'avais une confiance absolue. À la maison, j'ai agi de la même manière, voire mieux. J'ai recommencé à faire des blagues, à mettre de la musique en cuisinant. Je lui ai embrassé l'épaule en passant derrière elle sur le canapé. Elle a commencé à se détendre. C'était la partie la plus tragique. La facilité avec laquelle elle croyait que les choses s'étaient arrangées simplement parce que j'avais arrêté de poser des questions. Pour elle, le silence signifiait la reddition. Elle n'avait aucune idée que je construisais une vie séparée dans les marges de notre vie commune. Un soir, je me suis assuré d'être dans la cuisine quand elle a reçu un appel. Un de ces appels chuchotés, le genre où elle va à l'autre bout de la maison et ferme les portes derrière elle. Je l'ai chronométré. 11 minutes et 26 secondes. Quand elle est revenue, j'étais en train de couper des pommes et je lui ai demandé si c'était sa sœur. Elle a cligné des yeux, a marqué une pause trop longue, puis a hoché la tête. Ouais, elle traverse une période difficile. Je n'ai rien dit, je lui ai juste tendu une tranche. Ça avait le goût de la soumission. Quelques jours plus tard, elle a de nouveau mentionné sa prochaine retraite. Elle a dit qu'elle avait hâte de l'air de la plage, du silence, du temps pour elle. J'ai acquiescé. Je lui ai dit qu'elle le méritait. Je l'ai même aidé à choisir une nouvelle valise en ligne. Pendant qu'elle cliquait sur les couleurs, je fixais son visage, son aisance, son sentiment de légitimité. C'était stupéfiant de voir comment elle pouvait orchestrer la trahison comme si c'était un week-end au spa. Cette nuit-là, après qu'elle se soit endormie, je me suis connecté à notre calendrier partagé et j'ai copié les dates de la réservation. Ce serait le jour où je disparaîtrais. Pas avec un cri, pas avec une vengeance, avec précision. Mais ensuite, quelque chose que je n'avais pas prévu s'est produit. En sortant du bureau le lendemain soir, un colis est arrivé par coursier. Mon nom dessus, pas d'adresse de retour. À l'intérieur, il y avait une clé USB, juste ça. J'ai hésité avant de la brancher. Le fichier qu'elle contenait était intitulé « Pour l'aile » de sa part. Et soudain, j'ai su que les règles avaient changé. Il ne s'agissait plus seulement d'elle. J'ai verrouillé la porte de mon bureau avant d'ouvrir le fichier. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être l'instinct. Peut-être la honte. Peut-être la façon dont le coursier m'avait regardé, comme s'il savait ce qu'il y avait à l'intérieur. Il n'y avait qu'un seul fichier sur la clé USB. Une vidéo. Pas de titre. Pas d'horodatage. Juste une icône de lecture qui me fixait comme un défi. J'ai double-cliqué.
Pas d'intro. Pas de fondu. Juste des images brutes. C'était Donna. Elle était sur le siège passager d'une voiture, en train de rire. Ce rire doux et sans filtre qu'elle avait cessé de m'offrir il y a des années. Ses cheveux étaient relevés comme elle ne le fait que lorsqu'elle veut paraître naturelle. L'homme qui tenait la caméra n'était pas visible, mais sa voix était profonde, douce, confiante, pas comme la mienne. « Tu vas le lui dire ?» a demandé la voix. Elle a levé les yeux au ciel avec espièglerie, a touché sa lèvre comme une adolescente surprise en train de faire le mur. Finalement, a-t-elle dit. Ce n'est pas un battant. Il va plier. Ou il fera une scène, a insisté la voix. Donna a ricané. L'aile, s'il te plaît. Cet homme s'excuse quand on lui marche sur les pieds. Ils ont ri tous les deux. C'était un rire long, laid, réel. Mes mains se sont serrées en poing sans ma permission. Je n'ai pas pleuré, je n'ai rien jeté, je suis juste resté assis là, à les regarder répéter l'histoire de mon humiliation comme si c'était une comédie romantique avec un super éclairage et un rebondissement d'enfer. Mais la vidéo n'était pas terminée. Coupure. Une chambre que je ne reconnaissais pas. Elle était allongée sur le lit, souriant à la caméra maintenant. J'ai presque envie qu'il le découvre, a-t-elle dit. Je veux voir ce qu'il fera. Il écrira probablement une lettre. Ou demandera le divorce par email. La caméra s'est rapprochée. Trop près. Tu penses qu'il se doute de quelque chose, a demandé la voix. Et puis elle a regardé directement dans l'objectif. Son sourire s'est effacé. Il est plus malin qu'il n'en a l'air. Mais il n'a pas ça en lui. Il préférerait souffrir plutôt que de se battre. Clique, la vidéo s'est terminée. Pas d'au revoir. Pas de signature. Juste l'insulte qui résonnait encore dans ma poitrine. Je me suis adossé à ma chaise, fixant l'écran de bureau vide comme s'il pouvait me donner une raison de ne pas ressentir ce que je ressentais. Mais il ne l'a pas fait. J'avais reçu un coup de poing dans l'estomac en HD, et on s'attendait à ce que je continue de respirer comme si rien ne s'était brisé. Ce n'était pas juste de l'infidélité. C'était une performance. C'était une humiliation planifiée. L'homme derrière la caméra, qui qu'il soit, m'a envoyé cette vidéo pour une raison. Il voulait que je la voie. Pas seulement pour que je sache, mais pour que je plie, exactement comme Donna l'avait dit. Il voulait me briser en silence pour pouvoir garder les mains propres. Mais le problème, c'est que je ne me brise pas comme ça. Je n'explose pas. Je ne crie pas. Je ne jette pas de poing ou de meubles. Je disparais. J'efface. Je reconstruis. Et maintenant, la sortie n'était plus seulement personnelle. Elle était stratégique. J'ai sorti mon téléphone et ouvert une adresse email anonyme que j'avais créée 2 jours plus tôt sous un faux nom. J'ai composé un message, joint quelques photos soigneusement sélectionnées du dossier, clôture, et les ai envoyées à une ligne de dénonciation anonyme d'un détective privé local que j'avais mis en favori il y a un mois, mais jamais contacté. Objet, pour votre client. Je pensais que vous devriez savoir qui elle est vraiment. Je n'ai pas signé. Ce n'était pas nécessaire. Ce soir-là, je suis rentré avant elle. Elle est entrée en fredonnant, a laissé tomber ses clés, m'a embrassé sur la joue comme si elle n'avait pas passé le week-end à jouer à la petite famille dans le lit d'un autre homme. Elle a ouvert le frigo, a sorti du vin, m'en a offert un verre. J'ai dit, bien sûr. Elle n'a pas remarqué la fermeté de mes mains. Elle n'a pas remarqué le vin que j'ai versé dans l'évier quand elle a tourné le dos. Elle n'a rien remarqué du tout, mais moi si. J'ai remarqué que son odeur était différente. Pas son parfum, sa lessive. Pas la nôtre. J'ai remarqué que ses marques de bronzage ne correspondaient pas au maillot de bain qu'elle avait emporté. J'ai remarqué la façon dont elle jetait des coups d'œil à son téléphone, attendant un message qui n'est jamais venu, parce que je l'avais envoyé ailleurs. Elle pensait qu'elle jouait aux échecs, mais j'avais retiré le roi de l'échiquier. La chute n'a pas commencé par des cris, ni une scène publique, ni une confrontation soigneusement orchestrée dans un restaurant. Non, elle a commencé de la manière la plus ordinaire qui soit, avec un appel téléphonique qui ne lui était pas destiné. J'ai assisté à la scène à 3 mètres de distance, faisant semblant de lire un article sur mon ordinateur portable pendant qu'elle se tenait à l'îlot de la cuisine, sirotant son smoothie au lait d'avoine et vérifiant ses notifications comme si le monde tournait autour de sa petite réalité organisée. Le téléphone a sonné, un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Elle m'a jeté un regard, puis à l'écran,
puis a décroché comme si elle avait quelque chose à prouver. « Allô » dit-elle nonchalamment. J'ai regardé son visage se transformer en temps réel. Ça a commencé par de la confusion, puis est venue la reconnaissance, puis la panique. Elle m'a rapidement tourné le dos, a baissé la voix, mais pas assez vite, car je savais déjà qui appelait et je savais exactement ce qu'ils allaient dire. La voix à l'autre bout du fil, une femme, calme, directe, professionnelle, quelqu'un que Donna n'attendait pas. « Bonjour, est-ce que je parle bien à Donna Adler ? Je vous appelle de la part de Monsieur C. concernant un avis juridique lié à une récente transaction immobilière partagée. » Silence. Donna a cligné des yeux. « Je suis désolé, de quoi s'agit-il ? » Qui ? Mais la femme l'a interrompu. Elle a parlé clairement, avec autorité. Elle a lu une adresse. Notre adresse. Elle a mentionné le nom d'un homme, pas le mien. Et puis elle a demandé, pouvez-vous confirmer si vous résidez à cet endroit dans le cadre d'un accord de cohabitation ou s'il s'agit d'une propriété maritale ? La voix de Donna s'est brisée en répondant. Je suis désolé. Je pense que vous devez vous tromper d'eux. La femme a continué. Nous avons été informés que cette propriété était utilisée pour une double occupation sous de faux documents. Nous sommes tenus de valider la résidence avant de procéder. Donna a raccroché. D'un coup. La panique, brute, sans filtre. Elle est restée figée, le téléphone à la main, les lèvres entr'ouvertes, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Elle ne le savait pas encore, mais cet appel était l'allumette. Celle qui allait mettre le feu à sa scène parfaite. Parce que l'homme avec qui elle se faufilait, celui qui m'avait envoyé la vidéo comme s'il me rendait service, avait fait l'erreur classique que commettent les hommes arrogants lorsqu'ils pensent avoir déjà gagné. Il avait inscrit son nom sur quelque chose d'important. Une propriété, un bail, quelque chose de juridiquement contraignant, quelque chose de traçable. Et maintenant, quelqu'un d'autre avait flairé la piste. Elle s'est retournée brusquement. « Tu as entendu ça ?» J'ai levé les yeux lentement, comme si je n'avais aucune idée de ce qui se passait. « Entendu quoi ?» ai-je demandé. Elle a cligné des yeux. Rien. Un appel frauduleux. J'ai haussé les sourcils, j'ai eu un demi-rire et j'ai recommencé à faire semblant de lire, mais à l'intérieur, je comptais à rebours. Elle a quitté la cuisine quelques minutes plus tard et a disparu dans la chambre, probablement pour l'appeler. Probablement pour paniquer, peut-être même pour crier. Bien. Laissez les fissures apparaître. Laissez-les s'élargir. Au cours des 24 heures suivantes, elle s'est effondrée de manière discrète mais révélatrice. Elle a vérifié la porte d'entrée 2 fois après l'avoir verrouillée. Elle est restée plus longtemps devant l'écran de son ordinateur. Elle s'est arrêtée en plein milieu du dîner et a regardé dans le vide comme si elle calculait quelque chose sans solution. Son téléphone ne la quittait jamais, mais elle ne souriait plus en le regardant. Elle ne répondait même plus, elle lisait, puis le verrouillait, encore et encore. Elle n'avait toujours pas mentionné l'appel, ce qui me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle préparait sa propre évasion, non pas par culpabilité, mais pour fuir les conséquences. Et elle n'avait pas encore réalisé qu'elle n'était pas la seule à garder des secrets. Parce que pendant qu'elle tournait en rond, je terminais la dernière phase de mon plan de sortie. Cette nuit-là, je suis resté éveillé tard à nouveau, assis dans le garage, moteur éteint, laissant simplement le silence remplir l'air autour de moi. J'avais un dossier sur mes genoux, pas le dossier numérique, un vrai. Des documents imprimés, étiquetés avec des onglets, des reçus, des captures d'écran, ces mots, ces photos, ces choix, ces conséquences. Il était prêt. Et moi aussi. Pas pour la confrontation, pour le départ. Mais d'abord, je voulais qu'elle le sente, qu'elle le sache. Qu'elle voie ce que ça fait de sentir quelqu'un disparaître lentement et d'être incapable de l'arrêter. C'est arrivé un mercredi. Le ciel était clair. Les oiseaux chantaient. Un de ces matins trop parfaits qui semblent se moquer de vous. Comme si l'univers savait que vous étiez sur le point de larguer une bombe et voulait que l'éclairage soit parfait. Donna était sortie tôt pour un café avec des collègues. Elle m'a embrassé pour me dire au revoir comme si nous vivions toujours dans une sitcom. Comme si rien des dernières semaines n'avait été réel. Ses clés ont tinté. La porte a cliqué. La voiture a démarré. Et d'un coup, elle était partie. 10 minutes plus tard, moi aussi. Je n'ai pas pris grand-chose. Juste le sac que j'avais préparé des semaines auparavant.
Le disque dur de sauvegarde et le dossier. J'ai laissé le reste. Les meubles, les photos, la citation encadrée qu'elle avait accrochée près de la porte, l'amour vit ici. Plus maintenant. Sur le comptoir de la cuisine, j'ai laissé une seule enveloppe. À l'intérieur, les reçus d'hôtel, la réservation qu'elle avait faite avec Carla, une impression de la vidéo, une capture d'écran de son entrée de journal, celle qui disait que j'étais beige, celle où elle disait qu'elle voulait rêver à nouveau. Je n'ai pas écrit de lettre. Elle ne méritait pas un monologue. J'ai juste griffonné une phrase au dos du dossier, tu as confondu la gentillesse avec la faiblesse. J'espère que tu en rêveras pour toujours. Et je suis parti. Pas de drame, pas de supplication, pas de menace, juste l'absence. J'ai roulé 3 heures vers l'ouest, jusqu'à une ville dont elle n'avait jamais entendu parler. Petite, calme, le genre d'endroit où personne ne vous demande ce que vous fuyez tant que vous payez en espèces et souriez poliment. J'ai loué un logement à court terme surplombant un lac, entouré d'arbres qui se fichaient de mon passé. Pour la première fois depuis des années, j'ai dormi sans grincer des dents. Je me suis réveillé sans me demander à qui elle envoyait des SMS. Je me suis assis sur une chaise longue et j'ai regardé les canards se poser sur l'eau comme s'ils possédaient le monde. Et quelque part dans le silence, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La paix. Une semaine a passé. Puis 2. J'ai eu un nouveau téléphone, un nouveau numéro. Elle n'a jamais appelé. Pas une seule fois. Je pense qu'elle savait qu'il valait mieux ne pas le faire. Ou peut-être était-elle trop occupée à regarder sa vie de fantaisie s'effondrer de l'intérieur. L'homme pour qui elle avait tout risqué. Il s'est retiré de l'affaire immobilière le jour même où j'ai envoyé ce dossier anonyme. Elle essaie probablement encore de comprendre comment tout s'est effondré sans une seule dispute. C'est ça, le truc avec le silence. Il ne s'annonce pas. Il n'a pas besoin de volume. Il vous achève, tout simplement. J'ai recommencé à écrire. Rien de sérieux, juste des pensées, des fragments, des choses honnêtes. J'ai commencé à mieux manger. Je me suis coupé les cheveux moi-même avec des mains tremblantes. J'ai rejoint un petit groupe de jardinage communautaire, même si j'ai toujours détesté les groupes. Une des dames là-bas, Marlène, m'a demandé un jour si j'avais de la famille dans le coin. Je lui ai dit, plus maintenant, mais j'apprends à m'en accommoder. Elle m'a tapoté l'épaule, m'a donné un cookie. Ce moment a guéri plus que je ne l'aurais cru. Elle ne me manque pas. C'est la personne que je croyais qu'elle était qui me manque. Et c'est un fantôme beaucoup plus facile à laisser partir. La vérité, c'est que je ne suis pas beige. J'avais juste besoin de la bonne lumière pour le voir. Et maintenant, je dors comme l'homme que j'étais avant les mensonges. Et pour la première fois depuis longtemps, je rêve.